Bon, eh bien on a 10 jours extrêmement importants pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est simple, le PSG joue quasiment sa saison là sur la fin janvier, tout simplement. Ouais, c'est une finale, c'est le dernier match à domicile. Il faut au moins aller chercher le match nul, sinon ça risque d'être très compliqué pour se qualifier, au moins pour les barrages. Voilà, on a 7 points, City 8 points, oui. Deux équipes qui quand même ambitionnaient un petit peu plus que de s'arrêter là. Ça va être la guerre, ça va être hyper excitant, j'ai envie d'y être. On rappelle que ce talk, cet avant-match, il est sponsorisé par les amis de Winamax. On a un code CS10, on reviendra sur nos pronos en fin de talk. Les codes sont pas mal, hein. Le PSG est à 2,40, le match nul est à 3,85 et la victoire de City est à 2,60, mais on en parlera. Ce qui montre à quel point c'est compliqué à pronostiquer. C'est clair. Match. Voilà. En tout cas, CS10, meilleure offre du marché. Ça vous permet de doubler votre premier dépôt, votre premier pari, avec 10 € en plus supplémentaires. Et juste avant de donner notre 11 de ce match, et on va essayer en tout cas d'être dans la tête de Luis Enrique, même si c'est compliqué parfois, il est assez déroutant. C'est pas possible. C'est très compliqué. On se trompe tout le temps. On s'est dit d'ailleurs avant la vidéo que vous pourriez participer dans les commentaires. Celui ou celle qui a le 11 complet, est-ce qu'on peut leur offrir un petit cadeau? Parce que c'est quasiment impossible. Même si on a toujours l'impression que non, c'est bon, on sait. Non, c'est toujours impossible. Il y a toujours une petite surprise. On vous offre un autographe de notre responsable marketing, Hugo Bouchara, voilà, qui nous permet d'avoir tous les sponsors, notamment avec Winamax. Exactement. Ça n'a pas motivé grand monde, mais ça sera bien écrit. C'est un homme de lettres. C'est clair. On va parler aussi des tendances, des séries là, parce que Paris est donc reste sur 8 victoires de suite en toute compétition confondue. Fait un excellent mois de décembre après avoir perdu contre le Bayern, fait 2 matchs nuls contre Auxerre et Nantes. Et c'était pas loin de la crise, on va pas se mentir. Et là, ils ont bien enchaîné avec Salzbourg, Lyon, Monaco, le Trophée des Champions, le retour en Ligue 1. Ils sont sur 33 matchs sans défaite à l'extérieur. En Ligue 1, c'est un record. Des chiffres en attaque qu'on n'avait pas vu depuis l'époque de Neymar, Mbappé, Cavani en termes d'efficacité offensive en championnat. Mais on va aussi sur certains matchs en Coupe de France, contre Lens, contre Saint-Etienne. Et bah t'es pas serein, quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est des matchs où vraiment honnêtement devant ma télé je me dis ils se foutent de notre gueule, quoi. Contre Espali, t'as des joueurs, j'ai même plus envie de les revoir. Mais justement, je relativise aussi parce que c'est des matchs où déjà les joueurs ont la tête à Manchester City, qui est vraiment un match clé, encore une fois. Hein, c'est le match qui va vraiment redéfinir les contours de ta saison. Et malgré ça, t'arrives à chaque fois à te qualifier ou à gagner contre des adversaires qui sont parfois pas évidents quand même. Contre Lens, même si le match est pas parfait. Saint-Etienne, il y avait quand même une bonne dynamique. Ce qu'apporte leur coach, c'est quand même intéressant. Trophée des champions, t'arrives quand même à gagner contre Monaco, au forceps. C'est ce que j'allais dire. Contre Monaco, Espali et Lens, tu gagnes le match à chaque fois dans les 5 dernières minutes. Dans ces dernières minutes, tu as souvent des entrées déterminantes, que ce soit de Joao Neves dans le jeu. Surtout Ramos. C'est ça, Gonzalo Ramos qui est décisif. Que ce soit par le but ou même par sa présence, par son jeu sans ballon. On l'a vu encore ce week-end contre Lens. Il libère complètement l'espace pour Barcola qui retrouve le chemin défilé juste avant de Manchester City. C'est hyper important. C'est pour ça que quand même il y a des points positifs qu'il faut mettre en avant ce match contre City. Et encore une fois, c'est des matchs où tu te prives de cadres comme Marquinhos, même si sa saison est pas parfaite, tu seras le premier peut-être à le rappeler, même si moi je trouve que à part le match contre Monaco en décembre contre le Bayern était catastrophique. Je trouve que globalement, j'aime bien Marquinhos cette saison. Et encore une fois, il nous le rappelle, par son absence, on a besoin de lui. Tu te prives de Marquinhos, de Dembélé, d'Hakimi. Malgré tout, tu arrives à avoir des résultats satisfaisants. Et je trouve qu'il y a quand même un vent frais du côté du Paris Saint-Germain depuis le mois de décembre qui a été vraiment réussi, où tu aurais pu sombrer, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais tu as des victoires contre Marseille un peu plus tôt, contre Salzbourg qui étaient enthousiasmantes. Et tu as même cette arrivée de Gvara, même s'il va pas jouer. Alors apparemment, c'est une grande surprise pour beaucoup de médias qui nous disent « Scandale, Gvara ne va pas jouer contre City !» Et après, tu vois des commentaires « Quel niveau d'amateurisme !» Mais on le savait, très bien. Ça fait depuis deux mois qu'on sait, donc j'avoue que... Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même une dynamique qui est à noter, même si les derniers matchs sont pas parfaits dans le jeu. Je t'assure que si là tu proposes du bon contenu contre Manchester City, que tu vas chercher ne serait-ce qu'un point, voire même la victoire, car c'est clairement possible, on oubliera ces contenus un peu moyens de ces derniers matchs. Moi je retiens surtout dans ce que tu dis, il y a aussi la tête à Manchester City. Moi je me souviens de l'interview d'après-match d'Ousmane Dembélé contre Monaco en Trophée des Champions, donc c'était je crois le 3 ou le 4 janvier, un truc comme ça, donc c'était assez tôt dans l'année, et il disait oui, notre tête clairement elle est à City, quoi. Je crois. Le 5, mais bon, voilà. 2 semaines avant, tu sens que clairement
Oui, ils sont en mission commando pour le match contre Manchester City. Ils savent que c'est le match le plus important de la saison et qu'il faut prendre des points. Il faut absolument que le Paris Saint-Germain prenne des points. Et de l'autre côté, City aussi se retrouve dans le même genre de situation. City est aujourd'hui 22e, si je dis pas de bêtises, en Ligue des Champions, avec seulement 8 points, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Ils ont eu quand même une série assez invraisemblable entre le 30 octobre et le 26 décembre, puisque sur ces 13 matchs, ils ont fait qu'une seule victoire pour 3 nuls et surtout de 9 novembre défaites. Effrayant. Ils ont fait 5 défaites d'affilée. C'est incroyable. J'ai jamais vu sous Guardiola. Défaites, tu te rends compte dans cette période-là, c'est absolument incroyable. Et ça va un peu mieux depuis le 29 décembre, où ils sont à 4 victoires, 1 match nul. Tout ça, c'est toute compétition confondue. Mais leur victoire, c'est contre Leicester qui est 19e, West Ham qui est 14e, contre Salford en Cup qui est en 4e division et contre Ipswich qui est 18e. C'est là où, encore une fois, il faut relativiser. Parce que nous, peut-être que nos contenus sont pas dingues ces derniers jours, mais encore une fois, contexte, et contre des équipes intéressantes. Eux, tu viens de le dire, Ipswich, il faut voir, ils tiennent 30 minutes. Mais derrière, c'est limite s'ils offrent pas les buts, c'est catastrophique dans le contenu. Pour regarder après leur match contre des grosses adversités, parce que là, clairement, c'est pas ça. Tu regardes le top 10 en PL, t'as seulement 3 victoires. Un Champions, pareil, ils gagnent contre le Sparta ou le Slovan. Ils se prennent 4-1 par le Sporting, 2-0 contre la Juve, et ils font match nul contre l'Inter. 3-3 contre Feyenoord. Oui, en sachant qu'ils gagnent 3-0 à la 74e. Ouais, c'est une remontée absolument improbable, quoi. Il faut prendre ça en contexte quand on dit qu'ils vont mieux, même si oui, il y a quand même des signaux positifs de leur côté. Le retour de Ruben Dias aussi. Il y a des retours de blessures parce qu'ils ont dû composer pendant longtemps. Bon, sans Rodri, c'est encore le cas, ça va être le cas toute la saison et ça se sent. Mais ils ont dû composer sans Ruben Dias qui s'est blessé en novembre, en janvier aussi. Là, il revient. Ederson aussi qui a eu quelques blessures. C'était très compliqué avec Ortega, mais même lui, c'est pas le Ederson des grands soirs qu'on a pu voir les saisons précédentes. Il est un peu bancal parfois. La sortie qu'il fait contre Feyenoord là en fin de match, je sais pas si tu la vois, catastrophique. Ouais. Donc c'est des cadres qui sont un peu épuisés. Qui reviennent poste de latéral droit, tu sais pas trop, est-ce que c'est Rico Lewis, est-ce que c'est Matheus Nunes aussi qui enchaîne. Rico Lewis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça. Mais il n'y a pas de grande garantie. Ouais. Même si, pour aller quand même dans le sens du positif pour eux, il y a quand même un facteur X qu'il n'avait pas en début de saison, alors qu'il avait marché sur l'eau la saison dernière. C'est Phil Foden qui revient très bien, qui a attendu le mois de décembre pour ouvrir son compteur en PL, mais là il en est à 6 buts, doublé encore hier, plus une passe D, et lui fait vraiment la différence. Donc lui, il faudra vraiment le surveiller. C'est le joueur qui peut tout changer pour Manchester City. Quel 11 pour le Paris Saint-Germain pour ce match? Quel 11 pour essayer de... Encore une fois, prêtez-vous au jeu dans les commentaires. Bonne chance. Alors, votre compo, la vôtre, parce que nous, on va donner aussi la nôtre avec les clés qu'on imagine. Et essayer d'imaginer ce que va nous proposer Luis Enrique. C'est toujours un peu compliqué. Bon, déjà, poste de gardien. Bon, Donnarumma. Je pense que Donnarumma. La charnière centrale, on en a parlé. C'est important de retrouver la complémentarité. Lucas Hernandez, c'est un peu just. On l'a vu en plus en difficulté contre Lens. Même si tu vois, c'était but hors jeu de Enzola. Il a quand même eu du mal à le couvrir. Et bon, si t'as du mal contre Enzola, contre Haaland, c'est peut-être la classe au-dessus. C'est clair. Donc je partirai aussi sur la charnière centrale, Marquinhos, Pacho, voilà, qui est très complémentaire. À gauche, Nuno Mendes, à droite Hakimi, donc on est d'accord. On est d'accord. J'espère qu'Hakimi, là, il était préservé et qu'il est dans les starting blocks pour nous faire du Hakimi, parce que on parlait de Phil Foden de leur côté. Hakimi, c'est enfin le latéral qu'on a recruté. Ce top latéral, peut-être le meilleur au monde actuellement, ça se tape avec Alexander Arnold pour rester dans l'APL. Ouais, dans un autre registre, mais t'as raison. Hakimi, vraiment facteur X pour nous. C'est clair. Milieu de terrain. C'est là, je pense qu'il y avoir un peu de débat. Moi, je vais poser tout de suite les bases. D'accord. Alors, on sera, je pense, d'accord sur un joueur, et je suis désolé, pardon de le dire comme ça. Alors, les gens, vous pouvez clipper ça et mettre sur les réseaux. Je suis désolé, mais en 2025, et depuis quelques semaines, ton meilleur milieu de terrain, il s'appelle Fabien Ruiz. Alors, il avait été catastrophique contre Espany. On est d'accord sur ça. Mais contre Espany, c'est vrai, il avait été cataclysmique. Mais sinon, dans les autres matchs, tu me diras, il n'y a pas un joueur. C'est une suffisance. Mais Fabien Ruiz, sinon. C'est ton milieu le plus régulier, c'est celui qui arrive à te créer le plus de danger, qui essaye en tout cas de prendre des risques, qui marque un beau but contre Lens. Alors, c'est un centre en retrait, mais sa frappe croisée, il faut la mettre. On le voit que c'est pas toujours simple. On le voit plus en confiance. Il y a un moment, il tente une frappe de loin aussi contre Lens, qui est relâché. Et passe décisive aussi. Alors, c'était Trophée des champions. Trophée des champions avec Gonzalo Ramos qui sème le trouble un petit peu dans la défense, qui laisse Dembélé tout seul. Fabien Ruiz qui montre de belles choses, qui même quand il est pas très bon est titulaire. Donc là, quand il est en confiance, je vois pas pourquoi il serait pas là. Et je pense qu'il va être important dans le jeu de transition, que j'imagine, qui sera peut-être pas la grande priorité de Luis Enrique.
C'est d'ailleurs ce qui me fait un petit peu peur dans les clés du match. J'ai peur que Luis Enrique veuille un petit peu donner la leçon à son maître Pep Guardiola dans le jeu de possession. J'ai peur qu'il rentre un petit peu dans ces stéréotypes-là. Mais il faudra, quoi qu'il arrive, passer aussi par la transition, profiter sur le côté gauche d'un Rico Lewis qui sera probablement plus haut, qui sera peut-être imbriqué dans le milieu de terrain. Moi, je veux un Fabian Ruiz qui lance Nuno Mendes. Souvent, il y a un peu une tête de Turc chez les supporters. Alors, ça a été Kolo Muani. Il faut toujours un coupable. Et j'ai l'impression que c'est souvent Fabian Ruiz. Bon, ok. Alors, moi, j'adore le joueur. Attention, hein, mais je trouve que João Neves, depuis le match contre Marseille, c'est plus trop ça. Alors aussi, il a des circonstances atténuantes puisque il joue souvent latéral gauche, pas comprendre pourquoi. Voilà, mais je le trouve un peu moins étincelant depuis quelques semaines. C'est contre Nice qui fait une super première mi-temps, qui met un super but et après il est replacé latéral gauche. Donc Vitinha qui est un peu moins en forme, Warren aussi qui est un peu irrégulier. Donc voilà, mais pourtant j'ai l'impression que toutes les critiques se concentrent sur Fabian Ruiz. C'est comme ça. Mais bon. De Turc. C'est vrai que il y a ce truc de joueur qui dégage pas grand chose et qui quand il est mauvais, franchement il est énervant. Ouais. Mais là, les implants prennent forme. Ça joue sur la confiance. Hein. Je suis sûr que ça joue sur la confiance. Donc, Fabien Ruiz chevelu titulaire pour moi. Et le gros débat pour moi, c'est juste derrière. Parce que je pense que Warren, même si c'est un peu irrégulier, je pense qu'il devrait être titulaire. Okay. Je pense que tu as un autre duel intéressant. C'est face à Kovacic, qui est un peu dans le même registre de joueur box-to-box. Et je pense qu'il faut du coffre. Il faut un joueur comme Warren pour y répondre. Qui met un joli but aussi contre Espali, même si on avait dit qu'on le prenait entre parenthèses, but du gauche extérieur de la surface. Et le débat, pour moi, il est plus entre João Neves et Vitinha. Okay. J'ai du mal à y répondre. João Neves, peut-être que je lui donne une petite longueur d'avance par rapport à son utilisation justement donnée par Luis Enrique, qui est pas celle qui va m'enthousiasmer le plus, mais qui va peut-être répondre à une problématique qu'on a pu évoquer. Phil Foden à droite, qui se réaxe et qui est décisif en ce moment. Il faut un João Neves qui va le marquer à la culotte. Voilà, c'est le rôle que je lui donne pour ce match. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que je suis d'accord avec. Ou est-ce que tu replaces Vitinha? Moi, je replace Vitinha et je mets João Neves et je mets Warren sur le banc. D'accord. Okay. Voilà, je pense. Alors que t'étais le premier à dire que niveau complémentarité, ça te sautait pas aux yeux pour les deux. Oui, je pense. Et je pense qu'effectivement, les deux se marchent un peu dessus. Mais simplement, je pense que là, il faut vraiment... moi, j'aime bien ce rôle aussi de marquage à la culotte, un peu comme tu dis pour João Neves. Pour Vitinha, je pense qu'aussi, on a besoin d'un joueur devant la défense qui soit capable de relancer, qui soit capable d'orienter le jeu. Je pense qu'aussi... Ça peut être aussi le rôle d'un João Neves. Oui, mais à la base, il vient dans ce registre. Je vois vraiment un Vitinha un peu en contrôle tempo total du jeu, sachant que moi je pense que à contrario, je pense que le PSG doit jouer son jeu. C'est-à-dire que moi j'ai été le premier à le dire avant le match contre le Bayern, il faut jouer en transition rapide, etc. Il faut essayer. Sauf que ça ne marche pas. Luis Enrique a son plan en tête de toute façon et on le voit que quand il arrive à mettre vraiment son plan en tête, bon bah tu vois toujours des matchs en tout cas au contenu qui sont plutôt pas mal. Tu vas en Ligue des Champions, on va pas se mentir, des matchs contre contre le PSV ou contre l'Atlético. Alors bien sûr tu as des temps faibles, mais sur tous ces matchs tu archi-domines l'adversaire qui n'arrive pas à sortir, qui a quelques situations, mais c'est surtout Paris qui archi-domine et qui aurait dû gagner ces deux matchs. Voilà. Alors après PSV et Atlético, c'est pas des équipes qui ont les mêmes armes pour te contrer que Manchester City. Et Manchester City, en plus on en parlait ensemble. Ils avaient des armes pour contrer. La preuve, c'est qu'ils ont fait mal en fin de match, mais dans l'idée, tu vois, c'est pas aussi virevoltant peut-être que Savigno ou Doku sur son côté qui va profiter des espaces. City a du mal quand on leur met beaucoup d'intensité. Kevin De Bruyne, Bernardo Silva ont l'air quand même assez cramés depuis le début de la saison, donc ils sont en difficulté quand on leur met vraiment une grosse intensité. Ils ont plus Rodri pour ressortir aussi les ballons proprement et pour casser ces lignes-là. Donc je trouve que City, ils sont en difficulté dès que tu as une équipe qui met beaucoup d'intensité, et je pense que Paris doit mettre les joueurs en tout cas et doit avoir une tactique en se disant il faut récupérer le plus haut possible la balle, il faut vraiment les étouffer, sachant qu'ils ont une défense aussi qui est plutôt lente, tu vois, et qui ont du mal aussi face aux grosses individualités. Et je me dis face à des Hakimi, face à des Dembélé, tu peux les mettre en difficulté cette équipe de City. Donc c'est pour ça que vraiment je pense qu'un Vitinha devant la défense qui est capable d'orienter le jeu, qui a quand même un bon pied pour avoir une bonne qualité de jeu long, moi, je le vois bien titulaire, et João Neves aussi un peu en chien de garde, à essayer de mettre l'intensité, essayer de coller les milieux de terrain, coller les premières relances. Je trouvais ça assez intéressant. Je doute un petit peu sur ce que je viens de t'annoncer sur João Neves plutôt que Vitinha. C'est vrai que ça s'entend complètement.
Et sur l'intensité, je te rejoins complètement. C'est juste que je veux pas tomber dans cette espèce de stéréotype de jouer un peu en mode handball autour de la surface et finalement que ça ne serve à rien, avec limite peut-être un Manchester City qui va s'attendre à ça de la part de Luis Enrique, où en plus on est dans notre jardin pour ensuite nous contrer. Franchement, ça me ferait mal. Et pour moi, il faut être pragmatique. C'est une finale, faut aller chercher le point, faut aller chercher ce que tu peux aller chercher et pas forcément mettre le siège devant la surface adverse. Pour moi, il va falloir c'est chercher les 3 points, mais il faut quoi qu'il arrive prendre au moins un point. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on en parlera dans les pronos. Pour moi, il faut être, il faut s'adapter. Sachant que City a moins le ballon sur les derniers matchs. On l'a vu contre Leicester. Ça, à Ipswich où vraiment Ipswich c'était cata. On l'a dit tout à l'heure. Sinon, ils ont moins le ballon. Ouais, ils ont 55% de possession de balle sur les derniers matchs. Et là, contre Leicester, même quand ils gagnent 2-0, ils ont 45% de possession de balle. En attaque. Moi, je pars sur mon classique à moi, même si je ne suis personne pour ça. C'est Barcola à gauche. Encore une fois, je veux qu'il soit lancé avec Fabian Ruiz, qu'il puisse combiner avec Nuno Mendes. C'était un petit peu plus le cas contre Salzbourg. J'espère que ça sera dans cette continuité. Barcola, Ramos, Dembélé. Moi, c'est important d'avoir un Gonzalo Ramos, même s'il y a des matchs je suis d'accord, contre Saint-Etienne par exemple, où tu as l'impression que quand il est titulaire, on le voit moins dans le jeu. Parfois, tu as l'impression de jouer à 10 dans la construction. Alors oui, d'accord, mais je préfère avoir dans ce genre de soirée un joueur clé qui va potentiellement finir des actions que les autres ne peuvent pas finir, quitte à ce qu'on le voit un petit peu moins, qu'un énième joueur qui va faire le jeu, mais encore une fois rester devant la surface et ne pas être létal. Voilà. Moi, je veux mon capitaine létal comme la sauce de Hot Ones, une sauce piquante. Et voilà, je pense que Gonzalo Ramos, c'est un des joueurs que tu n'avais pas en début de saison et qui peut changer la donne. Et qui peut en plus apporter de la taille sur les coups de pied arrêtés, que ce soit offensif ou défensif. Donc voilà, je lui donne une place de titulaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Puisque là, tu es rentré en mode vraiment, Luis Enrique fait ton jeu à 100%. Voilà, exactement. De toute façon, c'est comme ça. Le projet, il est là, donc autant aller au bout des choses. Et puis, je trouve que Ramos a été quand même plutôt décevant à chaque fois qu'il a été titulaire. Contre Auxerre, contre Nantes, contre Espali, contre Saint-Etienne, même contre Salzbourg, il marque ce but, mais il en rate quand même. Il en rate 2 belles avant de mettre son but. Il n'est jamais plus fort que lorsqu'il rentre en super sub. Bon, pour 80 millions d'euros, il est cher ton Ole Gunnar Solskjaer, mais bon, voilà. Mais je trouve que quand même en super sub, il fait une très bonne entrée contre Lyon, il fait une très bonne entrée contre Monaco, il fait une bonne entrée aussi contre Monaco lors du Trophée des Champions. Là, contre Lens, justement, il fait une entrée, sa présence, ses appels, son jeu sans ballon fait du bien au Paris Saint-Germain et c'est ce qui permet qu'il y ait le but de Barcola. Je trouve que Paris est plus fort. Et Ramos est plus fort que lorsqu'il est en super sub. Donc c'est pour ça que moi j'imagine plutôt une attaque, sans surprise ou pas, avec Barcola, avec Dembélé en faux neuf et Lee Kang-in en faux neuf. Alors, sur le côté droit, je veux dire. Tu vois, même toi, tu sais pas où le placer. Non, mais parce que moi, je suis un peu déçu aussi de Lee Kang-in, mais je pense que dans la tactique de Luis Enrique, je pense qu'il voudra avoir ce joueur qui peut aussi un peu s'incorporer au milieu de terrain, qui est pas trop mal sur les coups de pied arrêtés. Ce que tu dis est très cohérent. Je sais. J'ai du mal à aller à son encontre, mais de toute façon, on va pas se mentir, ce qu'on disait pendant le talk sur Kvaratskhelia, qu'on vous invite à aller voir bien évidemment, c'est qu'avec l'arrivée de Kvaratskhelia, je suis persuadé qu'on va avoir une attaque Kvara, Doué ou Barcola et Dembélé. Je suis persuadé. Je suis d'accord. Donc, je pense que de toute façon, il faut être ça toute la saison. Je pense que pour mettre à bout et aller à fond dans la tactique de Luis Enrique, voilà, tu vas jouer sans neuf avec Dembélé qui, je trouve, sur certains matchs est plutôt bon en faux neuf. Je pense que tu nous as fait la compo probable de Luis Enrique. Et en soi, elle s'entend complètement. Hein. Je serais pas loin de te dire que je peux changer d'avis et te rejoindre parce que c'est hyper cohérent. Mais voilà, moi j'ai envie d'avoir une équipe vraiment polyvalente, pragmatique, qui peut s'adapter à toutes les phases de jeu. S'il faut rester un peu derrière dans une phase pour City, t'as un Joao Neves qui va contenir encore une fois Phil Foden. Pour la transition, tu vas avoir Fabian Ruiz, tu vas avoir Barcola qui a besoin d'espace. Sur le côté droit, t'as plus une phase de construction avec Dembélé qui peut déstabiliser un Gvardiol, mais ce qui ne t'empêche pas de mettre le siège parfois devant avec un Gonzalo Ramos pour qui tu peux centrer, là où c'est pas forcément le cas dans la compo
Luis Enrique type, en sachant que City est quand même souvent en difficulté sur les centres, ils sont souvent perdus. Comme le PSG par ailleurs. Oui, bah, en vrai il y a quelques similitudes. Hein. Parfois c'est possession stérile, il y a un manque de confiance devant le but, en tout cas en Ligue des Champions pour Paris. Des gardiens un peu aléatoires parfois. Il y a cette tendance à jouer avec une défense à 3, avec un latéral gauche un peu amovible. Donc il y a des similitudes. Après c'est Guardiola Luis Enrique, donc ça s'entend. Et des cadres parfois défaillants en Ligue des Champions. Donc ça se rejoint là-dessus. Dites-nous dans les commentaires. Bah oui, évidemment. Ce que vous préférez, mais en soi, le 11 de Théo, plutôt le mien, voilà. Je comprendrais complètement. Et je comprendrais parfaitement. Waouh, c'est magnifique. Voilà. On est ouvert. On veut gagner dans tous les cas. Exactement. C'est tout ce qu'on veut. On va passer justement aux pronos. Parlons des pronos, parlons de ce match PSG-Manchester City. Et on rappelle qu'il est sponsorisé par les amis de Winamax. On rappelle qu'on a un code. Le code, c'est CS10. Ce qui vous permet sur votre premier dépôt que celui-ci soit directement doublé et on rajoute 10 € en plus. C'est-à-dire, imaginons, tu joues 30 €, bah c'est 30 € comme premier dépôt se transforme en 60 € et avec le code CS10, ça se transforme même en 70 €. Donc c'est plutôt pas mal. C'est tout simplement, comme l'a dit Théodore au début, c'est la meilleure offre du marché. On trouve qu'on pourra toujours dans les trouver aigus. mieux. Voilà, n'est-ce pas? Exactement. C'est tout simplement la meilleure offre du marché. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. En plus, ça nous aide. On va pas se mentir aussi d'avoir un partenariat comme Winamax, ça fait plaisir. Mais évidemment, il y a 2 disclaimers. Le premier, c'est que si tu as moins de 18 ans, ciao mon pote, ça ne te concerne pas. C'est hors la loi. Voilà. Et de 2, ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est important. Et on sait, la Ligue des Champions, c'est hyper aléatoire. Toujours aléatoire. Et vous le voyez aux cotes, que ce soit victoire, nulle ou défaite. Elles sont hyper serrées. C'est voilà, toujours pour pimenter le match. Exactement. Pour nous soutenir, si vous voulez vous lancer, c'est le meilleur moyen. Et voilà, on va vous donner nos pronos. Exactement. Allez, vas-y Théo, je te laisse. Et on va se lancer. Chez les gants. À toi l'honneur. Allez, moi je dirais PSG au nul dans un premier temps. Okay. Qui doit être autour de, allez, je pense, j'ai pas regardé, mais autour de 1,40, 1,50, quelque chose comme ça. Pour être précis. C'est pas la plus grosse cote évidemment sur laquelle tu vas parier, mais je l'imagine bien dans un combiné. Si tu mets avec d'autres matchs de Champions League, ça peut être pas mal. Voilà, Paris qui est à domicile, qui est quand même plus en confiance que Manchester City. Sinon, pour gonfler un petit peu les cotes, je partirais sur un nul mi-temps. Voilà. À la 45e minute, tu rentres chez toi. Nul mi-temps. Tu plies les goals, comme dirait l'autre. Déjà, potentiellement, fais ton match niveau Paris à la mi-temps. T'as peut-être 2 équipes qui vont se tâter, qui vont se craindre en première mi-temps. T'as 2 équipes qui sont un peu en difficulté face au but, en Ligue des Champions en tout cas. Donc voilà, je le sens bien. C'est à combien le nul mi-temps? 2,15 le nul mi-temps. Le Manchester City mi-temps est à 2,80 et le PSG est à 2,65 à la mi-temps. Moi, écoutez, je pense que le Paris Saint-Germain doit absolument gagner ce match. Je pense que le Paris Saint-Germain doit prendre des points et c'est pour ça que moi, je pense quand même que ça va être un match nul parce que ça arrange en tout cas, ça ne met pas dans la panade les 2 équipes. Le match nul, ça permet d'avoir une dernière journée pour le PSG et pour City de pouvoir encore espérer la qualification. Donc je sens qu'à un partout, à 10 minutes de la fin, chacun va rester un peu... Il peut y avoir ce scénario, un peu la Dortmund l'année dernière. Donc je vois bien Pep Guardiola et Luis Enrique sur le petit regard en coin en mode genre, bon, on pose des armes, voilà. Donc je vois le match nul et les 2 équipes qui marquent. La cote, elle est à 4. Donc si vous misez pour votre premier dépôt 30 €, qui se transforme en 70 €, eh bien ce 30 €, donc avec la cote à 4, se transforme en 280 € de gain. Donc voilà, donc c'est pas mal. Si tu devais voir un buteur, je ne sais pas. Avec le Paris Saint-Germain, je dirais Ousmane Dembélé quand même qui enchaîne pas mal et qui donne des buts. Phil Foden 3,85 et pour un but d'Ousmane Dembélé, la cote elle est à 3. Bon, mais s'il y a des supporters de City, en tout cas des gens qui ne supportent pas le Paris Saint-Germain, vous l'avez vu, le cote de Phil Foden à 3,80, ça se tente malheureusement. Voilà, on a fait l'avant-match, maintenant c'est aux joueurs de jouer, c'est à Luis Enrique de bien le coacher. Ça sera au Parc des Princes, ça sera un super match qu'on débriefera évidemment dès le lendemain. On va croiser les doigts. Non, en tout cas, on a toutes les qualités pour aller chercher même la victoire. C'est quand même important de le dire. Tu vois, c'est certes Manchester City, c'est certes champion en titre de PL, mais voilà, et c'est des cadres qui s'essoufflent. C'est une situation particulière pour eux. Et bon, on s'est pas encore amusé à faire notre petit short de 11 combinés, mais je pense qu'en soi, si tu prends ligne par ligne, c'est assez serré. On n'en a pas parlé, mais exactement. Les petits abonnements, les petits likes, les commentaires, encore une fois. Essayez de prédire la compo de Luis Enrique, c'est le petit jeu qu'on vous propose aujourd'hui. Exactement. Allez, bonne journée, on se retrouve pour match, le débrief. Et on se retrouve de la victoire, je vous l'annonce. J'avais annoncé le transfert de Gvara en fin de notre avant-match, on va dire, de Mercato. Je vous l'annonce, la victoire du Paris Saint-Germain, c'est bon, allez.
Aïe aïe aïe, j'espère que ça va pas vieillir. L'œil. Déjà, j'ai pas mis mon maillot blanc, c'est du PSG. À chaque fois que je le mets en avant-match, on perd. Je l'ai pas mis, je suis venu neutre aujourd'hui. Donc, let's go. Allez, ciao tout le monde. Bonne journée.